Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction, chaque vendredi sur la page Facebook de Décideur TV, une demi-heure en direct pour faire le point sur l'actualité économique et financière et tenter d'en profiter. On est en compagnie de mes invités que vous connaissez déjà maintenant, en l'occurrence Agnès Delors, notre gérante. Bonjour Agnès, Thomas. Bienvenue. On a également Paul, notre économiste. Bonjour Paul. Et Hubert, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour. Bienvenue messieurs, bienvenue madame. On commence tout de suite peut-être par un petit tour d'horizon du CAC. Merci Hubert de faire remarquer qu'on commence par les dames. Et on commence tout de suite par le CAC. Un petit mot avant de rentrer dans le vif du sujet, Hubert. Alors, le CAC tient ces fameux 5000 points qui n'étaient pas 5000 mais 5000 un peu plus, malgré le ralentissement de la croissance en Europe et surtout le statu quo de la BCE. Donc c'est plutôt, on encaisse très bien les mauvaises nouvelles. Alors c'est pas brillant, hein, on fait d'un vendredi à l'autre on fait moins 0,20, mais moins 0,20 c'est bien, hein, puisque je rappelle que vendredi dernier, après notre émission, il y avait eu une forte flambée suite à des indices de modération de l'économie américaine. Donc voilà, on a néanmoins, Paul, quand même, on a des statistiques européennes qui montrent une inflexion. Bon, on va rentrer justement dans le vif du débat tout de suite avec la première séquence, vous en avez l'habitude de l'émission, consacrée à la macro. Je dis 5000. Alors, la macro, tout de suite, avec, en effet, Paul, un commentaire, donc, puisque Hubert vous a lancé. Oui, finalement, c'est un débat qu'on a presque déjà commencé la semaine dernière. Je pense qu'on l'aura encore. Hein. Et il est au centre, effectivement. Quelle est la situation de la croissance ? Alors, la grande inquiétude au début de l'année, c'était, on avait peur de la récession, on avait peur que la croissance mondiale passe en dessous de 2,5%. Et que finalement, ça soit le scénario de déflation avec toute sa spirale de conséquences négatives qui se mettent en place. Force est de constater que même après un Brexit, ou au contraire avec un Brexit, puisque dans un premier temps, la dévaluation a un peu dopé l'économie anglaise. Effectivement, on est dans une situation qui est très différente. Et je vous ai amené un tableau avec les anticipations. Alors on va le regarder en effet, ce tableau. Alors... Voilà. C'est un tableau qui reprend les anticipations du FMI. Alors celles qui sont publiées en octobre 2015 sont sur la première ligne, octobre, et celles qui ont été publiées après le Brexit, en juillet, c'est une révision, il y aura une mise à jour en octobre, c'est sur la deuxième ligne. Et ce qui est assez surprenant finalement, c'est que la croissance dans le monde est révisée à la baisse, effectivement, mais elle est révisée à la baisse à des endroits où on ne s'y attendrait pas. C'est-à-dire qu'en fait, le grand discours qui dit l'Europe n'est pas si bien que ça, finalement, il y a des révisions à la hausse. L'Europe est plutôt mieux, voilà. Que l'on baisse. Et cela fait globalement que les pays avancés baissent. Et de la même façon, la Chine, dont on dit sans arrêt qu'elle va reculer, et effectivement, il y a eu un réajustement, elle est passée de 12 à 7, même 6,9, 6,6 et 6,2 demain, mais les révisions sont à la hausse, comme elles le sont en Inde. Donc finalement, c'est quelque chose qui est presque contre-intuitif et qui mérite d'être souligné. Bon, c'est-à-dire, notamment la BCE cette semaine, le patron, Mario Draghi, a annoncé une légère réaction à la hausse. Alors, c'est pas non plus, hein, c'est l'épaisseur du trait, 1,7% au lieu d'1,6% pour la zone euro, et a légèrement baissé pour les 2 années qui viennent. Donc, on est effectivement un peu au-dessus d'1,5%, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. On le voit bien. L'atterrissage chinois, parce que la Chine elle sera un jour à 3 ou 4%, hein, mais en fait, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ça la question. Il y a une convergence des économies, c'est ça qu'on peut dire ? Oui, moi je crois que c'est surtout qu'en fait on avait peur d'une récession et que ce qui est une nouvelle importante, c'est qu'on ne va pas vers cette récession, on est dans une stabilisation d'un mouvement dont on craignait qu'il aille vers le bas et très bas. C'est même ce qui a emmené les prix du pétrole à des niveaux ridicules au début de l'année qui ont effrayé tout le monde. C'est-à-dire qu'on a une croissance qui est d'autant plus solide qu'elle est modeste, pour finir. Tout à fait. C'est ça qu'on peut dire. On n'attend pas beaucoup, il n'y a pas de surchauffe. Il n'y a pas de surchauffe aux États-Unis. Tous les chiffres le donnent. Il y a 0 inflation de salaire, par exemple. Donc il n'y a vraiment pas de surchauffe. Et il n'y a pas de surchauffe, évidemment, en Chine. Il peut y en avoir en Inde ou au Vietnam, mais ça, c'est presque anecdotique. Mais ça veut dire aussi qu'on change peut-être d'époque. On n'est plus dans ces croissances tirées par des locomotives américaines, chinoises, et qu'on va entrer monde de taux négatifs, matières premières basses, croissance
croissance molle. Si vous empruntez en taux négatif à 30 ans ou à 50 ans, c'est que la croissance, elle est relativement coiffée pour un moment. Alors on sait que la croissance, c'est deux choses, c'est la démographie et c'est les gains de productivité. Donc en l'absence de révolution absolue qui fasse des gains de productivité, la croissance dite potentielle, c'est aussi ce que dit la Fed. Sa croissance potentielle, elle le dit elle-même, entre 1,5 et 1,8%. C'est faible. Bon, le potentiel, on peut faire plus que le potentiel. Avec d'autres graphiques, Paul, que vous nous avez apportés, je vous laisse les commenter. Parce que en fait, le thème de l'émission, c'est en effet, et c'est tout l'enjeu de l'économie mondiale, est-ce que finalement la politique monétaire qui nous a donné de l'oxygène peut avoir prise sur l'économie réelle, c'est ce qu'on souhaite, pour prendre le relais. Est-ce qu'on peut sortir finalement des perfusions de la politique monétaire? Exactement. Est-ce qu'on arrête la morphine? Voilà, c'est vraiment là. Est-ce que aux États-Unis, surtout, puisque c'est le premier endroit où ça a été mis en place, est-ce qu'on a la capacité de sortir des logiques de quantitative easing, des logiques non conformes, et là, mettre en place les indicateurs du mois d'août ne sont pas finalement très rassurants. Voilà, en fait, les indicateurs du mois d'août aux États-Unis, mais il va y avoir les élections, sont quand même très mauvais. Alors, c'est surtout la partie service qui est significative, parce que ça veut dire que toute cette logique très dynamique où on retrouve la technologie, la transformation digitale, et qui était l'un des supports, est en retrait significatif. Il faut peut-être commenter un peu le graphique, parce que même si on a des bons yeux, on ne voit pas toujours les légendes. Voilà, c'est en fait l'ISM service et les commandes dans les services qui ont finalement beaucoup baissé. Et donc c'est ce qui est ce nouveau. qui baisse le plus, c'est quoi? C'est les États-Unis? Alors, à gauche, nous avons les États-Unis. Et à droite, nous avons le monde dans son ensemble. Et on voit que ce qui se passe aux États-Unis est quelque chose d'assez significatif, puisque la grande inquiétude, c'est est-ce qu'il y a assez de croissance pour que Mme Yellen et la Fed puissent remonter les taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année. C'était la grande euphorie le 20 août en disant il y en aura une en septembre. Et là maintenant on est en décembre et c'est quelque chose qui est certainement possible. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a ce recul que la Fed va remettre en cause sa logique de remonter les taux, puisque c'est plus une transition effectivement d'un modèle soutenu par des politiques qui étaient très accommodantes à quelque chose qui se passe plus lentement mais qui est une remontée des taux. Alors la remontée des taux, on l'a pas beaucoup vu quand même. Ouais. Et puis il y a un rendez-vous qui fait que la Fed sera probablement très prudente en septembre. C'est les sondages présidentiels américains. C'est-à-dire qu'elle avait une bonne raison pour rien faire avec le Brexit, rien avant le Brexit, rien après le Brexit. Et là, maintenant, les sondages certains sondages donnent Trump en tête. Elle se dit qu'il faut qu'elle garde des biscuits. Alors, juste un mot, pour revenir sur ce graphique-là, les deux courbes qui flanchent le plus au mois d'août, c'est France-Italie, c'est bien ça? Alors oui, là, si on replace la partie droite, c'est le monde dans son ensemble. On voit que le UK bénéficie de la dévaluation du sterling, dévaluation entre guillemets bien entendu, que l'Inde se porte pas si mal, et que finalement l'Europe a sorti des chiffres, pas pour l'Union européenne dans son ensemble, mais pour l'Allemagne, la France et l'Italie, qui sont relativement négatifs et très négatifs même. C'est une vraie un vrai ajustement. C'est un coup d'arrêt, non? Comment ça s'explique? C'est le mois d'août? C'est le mois d'août, je pense que c'est une partie du mois d'août. C'est le mois d'août. On met ça sur le mois d'août. Alors, on continue à dérouler ces graphiques. Économie réelle peut-elle prendre le relais de la politique monétaire? La réponse c'est le sujet. Eh bien, c'est justement ce que l'on teste, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, pour reprendre la formule d'Hubert, qui dit on n'a pas vu la hausse, en réalité, on la voit, mais elle n'est plus du tout du même style de celle qu'on avait précédemment. C'est 25 points de base l'année dernière, ça va être certainement 25 points de base cette année, ça sera peut-être 50 points de base l'année prochaine, et puis... On s'ajuste à une économie qui ne fait pas de croissance. Et surtout qui ne fait pas d'inflation. Le problème, qu'elle ne fasse pas de croissance, c'est une chose, mais elle ne fait pas d'inflation, même aux États-Unis, quand même. Il y a 7 ans de croissance, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Il y a un taux de chômage qui est au plus bas, et il n'y a pas d'inflation. C'est ça qui est très... Il n'y a pas d'inflation, mais là je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y a pas l'inflation qu'on avait avant. Il y a quand même 2%, l'objectif de la Fed est atteint, et je pense que c'est pour ça qu'on peut se permettre, justement, de poser l'exercice. Bon, si on commente le graphique, alors... Si on commente le graphique, là c'est plutôt l'idée de se dire que jusqu'à présent, les ajustements de remontée de taux, finalement, se sont faits par le change. Et ce qui vient de se passer depuis le début de l'année, c'est qu'on a eu une dépréciation du yen,
ce qui veut dire que finalement une appréciation du yen contre le dollar, ce qui pénalise les entreprises japonaises, ce qui nous laisse des places à l'export qui sont plus faciles, et on a eu le phénomène exactement inverse sur la livre sterling qui s'est mis en place. Mais ça veut dire que l'ajustement par l'échange, c'était le cas avant aussi. C'est la logique. L'ajustement ne peut se faire que par l'échange ou par le marché du travail. Donc c'est bien tout le problème de la construction européenne autour de l'euro, c'est que c'est la dévaluation interne contre la dévaluation externe, et c'est effectivement les 12% de chômage en Espagne, en Italie, en France, je ne sais pas quoi, contre les 4% dans des pays qui gèrent leur monnaie. Et c'est exact. Alors c'est pour ça que pour moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de voir est-ce que le yen, il y a de fortes chances pour qu'il se déprécie à nouveau, vu les résultats des élections, vu les choix qui ont été faits. Et vu la croissance en panne. Tout à fait. On va dire. En revanche, la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le yuan. Parce que le yuan, c'était le sujet l'année dernière, c'est en train de devenir le sujet. Et pour moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a deux niveaux de lecture. Il y a un premier niveau de lecture qui est le yuan par rapport aux autres devises internationales, mais il y a le yuan dans sa zone, puisqu'il va rentrer effectivement dans le DTS là tout prochainement. Et je crois que c'est intéressant de voir qu'on a eu pendant toute la période de décélération de l'Asie, finalement une dépréciation des devises locales contre le yuan, et qu'on vient de connaître une période d'appréciation. Et finalement, c'est ce qui redonne peut-être de la croissance en Chine, et c'est très favorable parce que la grande inquiétude dans laquelle on était, c'était de se dire la situation chinoise est quand même un petit peu gonflée par des très forts crédits. Si là on a un relais qui est de l'exportation et les chiffres d'importation sont intéressants à ce titre-là, on a peut-être la marque que l'économie réelle prend le relais et fonctionne aussi en Chine. Avec quand même en Chine le fait que les surcapacités n'ont pas été amorties. Donc effectivement, c'est un régime totalitaire, les banques appartiennent à l'État et l'État a beaucoup de réserves de change, mais tant qu'on n'aura pas amorti les surcapacités, il y aura une pression. Quand même. Alors il y a deux niveaux par rapport aux surcapacités. Il y a l'aspect indice, effet sur l'indice, et puis il y a l'aspect effet sur l'économie. C'est deux choses qui sont différentes, effectivement. Et faire le constat qu'on arrête certaines activités aura des effets sur le total de bilan des banques chinoises qui sont finalement aujourd'hui celles qui distribuent le plus de bénéfices. Exactement. Alors, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette conversation en posant toutes vos questions sur la page Facebook en direct sur la page donc, Facebook de Décideur TV. N'hésitez pas à nous interpeller. Paul, on enchaîne avec le dernier graphique. Oui, le dernier graphique, c'est en fait d'essayer de comprendre ces mécanismes de guerre de change. Finalement, ce qui me paraît intéressant, vous avez, la lecture, c'est quand la flèche monte, la monnaie se déprécie contre le dollar. Quand la flèche baisse, la monnaie s'apprécie contre le dollar. Et avec le yen, en effet. On voit le yen, il y a eu une rupture très particulière qui a été l'élection de M. Abe, qui a choisi à ce moment-là d'exporter la déflation, et c'est là qu'on a eu tout un tas de problèmes. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au moment où M. Greenspan, en 2013, a commencé à dire « je vais arrêter le quantitative easing », on a eu en même temps une dépréciation du dollar, en réalité. Et cette dépréciation du dollar a fait que alors justement, c'est paradoxal, puisque quand il dit qu'il va l'arrêter, on pense qu'il va y avoir une meilleure rémunération du dollar. Donc c'est contre-intuitif. Là, tout à fait, c'est très contre-intuitif, ça a été très difficile à observer, mais c'est ce qui a accéléré le processus de guerre d'échange. Donc en fait, aujourd'hui, parce que aussi on se disait que ça allait peut-être cacher une autre stratégie américaine, et que s'il le faisait, que finalement il y avait un intérêt peut-être masqué, non ? Et puis on était aussi dans l'idée que le quantitative easing c'était la génération d'une inflation fantastique, parce que la vitesse de circulation de la monnaie s'accélérait, ce qui n'était pas le cas. Donc en fait aujourd'hui il me semble que si on n'a pas de dépréciation du dollar, on peut espérer qu'effectivement malgré l'impression qu'on peut avoir que les choses ne vont pas si bien que ça, eh bien, on n'est pas l'accident que tout le monde pourrait craindre, ce qui n'exclut pas que ponctuellement, on puisse avoir des effets sur les marchés qui soient un peu violents, mais globalement, la transition à l'économie réelle est peut-être en train de se faire. Ça se traduit par ces indices assez flats, moins de 2% de hausse sur un mois sur les actions européennes, quasiment pareil aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ils sont au record. Même si on est au record, on a une espèce de calme
peut-être avant la tempête. Moi, je pense que les rendez-vous sont d'abord électoraux. Donc, je pense que l'élection américaine peut être un choc et que le référendum italien peut être un énorme choc, puisque c'est un référendum quasiment sur le modèle allemand de direction de l'Europe. Hein. C'est pas... Juste un mot sur l'élection présidentielle, parce qu'on en a déjà parlé dans les précédentes émissions avec Paul. Pour Paul, il y a une cohérence quand même. Le scénario Trump continuerait à renforcer cette dynamique. Oui, pour C'est-à-dire dynamique, économie réelle, budgétaire et sortie de la politique monétaire. Et je trouve que la victoire de Sanders et de Trump, c'est finalement d'avoir amené Hillary Clinton à faire des déclarations très significatives sur l'investissement en infrastructure aux États-Unis. On est à des sommes qui sont de 500 milliards. Obama avait annoncé 61 milliards en 2011. On est très loin de ce qui était. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le gagnant, ça c'est une victoire qu'ils ont remportée tous les deux. Bon, il faut que je vous ramène sur les rives de l'Europe parce que notre fonds est européen et on va tout de suite enchaîner avec la partie consacrée justement à sa performance. Au tableau de bord d'abord. Oui, avant la performance, faisons un petit tour d'horizon sur le tableau de bord. Donc des feux qui bougent pour l'un d'entre eux. La version risque recule. Effectivement, les marchés sont... Ce qu'on vient de dire, les marchés sont plates. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Circuler, il n'y a rien à voir. Stress de volatilité. Oui, moi je crois que c'est quand même important d'avoir en tête qu'aujourd'hui la volatilité aux États-Unis, à la veille des élections, avec quand même beaucoup d'inconnus, reste finalement au niveau bas auquel on l'a trouvé en 2004-2005, c'est-à-dire quelque chose de très différent de ce qu'on a connu précédemment. Oui, et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En Europe, ça se calme aussi, et on est en dessous des niveaux moyens, ce qui est quand même significatif. Je crois que ça mérite d'être regardé. On reste en mode 3, l'été est fini. Mode 3 depuis longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, le mode 3 relève principalement l'inquiétude, je dirais, politique, les rendez-vous politiques qui peut-être ne seront pas si graves que ça à partir du moment où on a commencé à prendre conscience qu'ils pouvaient être importants. Comme on en a peur, il peut ne pas être grave, mais c'est compliqué quand même. C'est très compliqué. C'est-à-dire que je suis d'accord pour dire que Trump, il a un programme qui est un programme extrêmement classique en réalité, mais il a une image qui peut faire un choc, s'il était lui. Tout à fait. Allez, la performance à propos. Voilà, cette fois on y arrive, la performance. Alors Agnès, on vous écoute, on vous redonne la parole après avoir écouté ces messieurs. Sur la macro, on revient donc à la performance d'interaction. Donc on le voit, donc nous on fait c'est les performances de jeudi à jeudi, hein, donc notamment avec le CAC qui a fait une hausse de 2 et quelques vendredi, et c'était surtout, notamment après la BCE, ça a été surtout des achats de panier qu'on a vu notamment sur le CAC, notamment avec, comme on le voit sur la semaine, la forte hausse de Sanofi et de Total, donc les gros poids de l'indice CAC 40. Voilà, donc nous, on est à 1,88 cette semaine, jeudi à jeudi, voilà. 2,30 pour le CAC. Voilà, ce qui nous sous-performe notamment, c'est la montée notamment des gros poids de l'indice CAC, où on est sous-pondéré. Voilà. Donc on a mentionné. Exactement. Voilà, donc sectoriellement. Voilà, et d'autre part, toujours le secteur notamment bancaire, où nous ne sommes pas du tout investis sur les banques, notamment le contre-coup de la BCE qui n'a même pas débattu d'une prolongation de son programme de rachat d'actifs qui semble profiter notamment au secteur bancaire. C'est surtout ça. Ils n'ont pas débattu, mais ils doivent y penser. Oui. Donc, on disait pour la guerre de 14. Oui. Ils n'en parlaient jamais, mais ils pensaient toujours. Là, c'est le top 10, flop 10 d'interaction. Alors, on le voit dans l'interaction. Donc, bien sûr, on a du Total, donc on en bénéficie. Mais on n'a pas assez, c'est pour ça qu'en contribution relative, voilà, on est en retard. On est en retard. On a Sanofi également. Donc, et du coup, on a eu surtout l'assurance qui s'est bien, notamment avec Score, avec ses résultats, ses projets. Et puis enfin, en bas, tout le secteur un peu industriel et technologique qui avait bien monté, qui ralentit. Pour se résumer, ce qui est monté, c'est ce qui avait baissé, à l'exception des pétrolières, qui elle remonte depuis un petit moment, et ce qui a baissé, c'est ce qui avait beaucoup monté. Hein, alors, et Total qui a bien monté, notamment sur l'annonce d'une baisse historique des stocks de brut aux États-Unis. Voilà. Donc, peut-être c'est sûrement temporaire, puisque vu
vu la situation notamment des conditions météorologiques au Mexique, donc qui a joué. Et puis on est aussi, il y a des bruits qui courent comme quoi on serait sur une révision à la hausse des prévisions de demande. Oui, on a des prévisions de demande, mais aussi des prévisions d'offres. Donc c'est compliqué. Et puis alors, surtout, il y a cette espèce de partie de poker menteur qui, avant une réunion qui aura lieu à Alger, en marge de quelque chose. Donc il faudrait que tous les jours on dit l'OPEP est capable de se mettre d'accord, mais les Iraniens et les Saoudiens ont quand même du mal. Et une fois qu'ils seraient mis d'accord, ils pourraient parler aux Russes. C'est le charme de la diplomatie pétrolière. Alors c'est un peu compliqué. Hein. Ouais. Et donc, non mais ça a joué. Ça énormément, ça a joué parce quand même que beaucoup, le Brent est revenu au-delà de voilà. $50. Donc voilà, oui, c'est vrai, c'est ce jeu entre l'Iran, la Russie. Voilà. Donc, voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette partie performance. On enchaîne avec la gestion. On commence cette rubrique gestion avec un petit rappel des arbitrages passés. En l'occurrence, il n'y en a pas eu. Si, il y en a eu un. Si, il y en a eu un, mais alors il n'a pas envoyé la bonne photo. Donc, voilà. C'est pour ça, ce n'est pas mes yeux. Ouais, donc, en effet, donc, il n'y en a pas sur ce tableau, mais il y en a eu un, donc Agnès. Mais comme on disait la semaine dernière, donc notre politique, c'est d'alléger le Lixor CAC. Je sais pourquoi, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Vous l'aviez caché. C'est ma faute. Et du coup, on avait dit que notre politique, c'est d'alléger le Lixor CAC, ce qu'on a fait, donc on a allégé d'1% le Lixor CAC et on est rentré dans Alstom. Donc voilà, on est rentré dans Alstom juste avant l'annonce du plan. Mais je dirais, pourquoi on est rentré dans Alstom, notamment, je pense que c'est surtout sa capacité, Alstom a décrit une politique, son nouveau plan, donc de remonter sa production, de chercher des nouveaux marchés et d'augmenter sa marge. Donc il a un plan sur 2-3 ans, donc assez violent, notamment, mais c'est surtout de sortir de son endettement et de gagner des parts de marché. Donc voilà. Alors c'est vrai que l'annonce 2 jours après, notamment sur le site de Belfort, donc c'est très triste, mais il ne faut pas oublier que c'était un site qui était déjà menacé par la baisse de ses commandes, notamment. Et puis on a eu, pour juste revenir, la production industrielle qui vient de baisser encore cette année, enfin ce mois-ci, de 0,6 et on l'entendait en hausse. Donc c'est vrai que petit à petit, on va dire que là, on voit une lente glissade, notamment de l'industrie française et de ses champions, ce qui est un peu triste, notamment. Mais pas d'Alstom qui va faire le TGV, c'est-à-dire qu'il va y avoir aux États-Unis ce qu'il y avait en France il y a une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller de New York à Washington en 1h15. Oui, mais l'histoire, il ne faut pas oublier qu'Alstom, juste l'annonce, notamment, ils avaient annoncé un méga contrat, mais le même jour, ils ont perdu aussi un très gros contrat au profit de l'Allemagne. Donc voilà, donc cette baisse des commandes dans le ferroviaire. Mais Alstom je reviens parce que j'aime beaucoup cette valeur, est beaucoup moins cher que les autres parce qu'il y a toujours un flou pour les analystes sur la comparaison, puisque il faut faire du proforma, et quand on fait du proforma, on se plante toujours. Et donc soit on écoute la société, soit on écoute des analystes. Et donc c'est une valeur qui n'est pas, à mon avis, valorisée à ce qu'elle vaut. Voilà, et notamment par rapport à Siemens, bien sûr. Tout à fait. Il y a une décote de 25% sur le titre, tout à fait. Mais si vous voulez, on n'avait pas trop de vision, parce que quand on voit, on n'a pas de vision, parce que si vous voulez, Alstom a vendu quand même à General Electric la partie qui rapportait de l'argent. Donc maintenant, Alstom a décidé de se restructurer. Il ne faut pas oublier non plus que quand on voit la SNCF qui a déjà de la peine, je dirais, à l'entretien de ses voies et de son TGV. Donc le TGV n'est pas du tout rentable en France. Donc il faut juste, et de plus en plus, et donc on a une dette quand même qui devient de plus en plus insupportable et insoutenable. Bruxelles, Paris, Lyon, Marseille ne peut pas payer tout le reste des TGV en France. C'est plutôt ça, ou Londres, Bruxelles. Alors on a un téléspectateur assidu, Thomas Louis, qui fait un commentaire sur Facebook. D'ailleurs, je vous encourage tous à nous faire vos commentaires ou poser vos questions. Alstom, encore une intervention de l'État pour rien. Il aurait mieux valu baisser les charges salariales il y a 10 ans. Voilà, ça c'est certain. Il aurait surtout mieux valu avoir une stratégie pour Alstom plutôt que de vendre, de ne pas vendre. Et
l'Alstom tel qu'il était constitué, je ne parle même pas d'Alcatel Alstom, c'était quand même 2 cycles qui n'étaient pas synchrones. Le site de l'énergie et le site des transports. Aujourd'hui, on a un pure player du transport, donc ça mérite une décote, mais par rapport à Siemens, ça ne mérite pas la décote d'aujourd'hui. Exactement. Et par ailleurs, on a déjà discuté la semaine dernière, il faut rentrer dans l'investissement. L'investissement, même aux États-Unis, il va y en avoir, donc les États sont obligés ils n'ont pas le choix. Alors, ils sont obligés de prendre le relais. Pour viser l'économie réelle, les États doivent prendre le relais des banques centrales. Mais Alstom, on en a combien? 2,7%. Voilà, on a pris 1%. Alors 1%. Voilà, 1%. Donc voilà, mais comme vous dites, Alstom doit se développer à l'étranger et doit se donner les moyens de se développer surtout. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Hubert? Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine autrement, hein? Donc, Score, on en a. L'avantage, c'est que le président est super crédible. C'est donc un plan stratégique qui est bien vu, Agnès. Oui, tout à fait. C'est donc... oui, Score a annoncé un nouveau plan stratégique, donc ils veulent se renforcer dans les dommages aux États-Unis et dans l'assurance vie en Asie. Donc, et c'est une très bonne nouvelle, notamment en Asie. Je pense que l'Asie est très porteur vu le contexte. C'est une population vieillissante et notamment qui veulent se développer aussi sur la catégorie de la classe moyenne, qui est notre grand sujet chez nous sur l'émergence de cette... extrêmement réticent sur toutes les compagnies d'assurance, autant Score, l'assurance c'est un sujet extrêmement spécial. Le problème des compagnies d'assurance et du niveau des taux d'intérêt ne se pose pas de la même manière pour Score qu'elle se pose pour Allianz ou AXA, qui de toute façon vont être obligés d'avoir des gros problèmes de collecte ou de décollecte d'assurance. Donc vous seriez tenté d'en rajouter? On a 1,60%. Moi j'aime bien, je pense pas que les financières ce soit le grand sujet du moment. Je pense que... Score, on a un président, Denis Kessler, qui est super... Qui a la cote sur les marchés financiers. On disait Sanofi, quoi qu'il fasse, les gens leur font les sacs. Score, quoi qu'il fasse, les gens l'aiment bien. Je caricature un peu. Alors, toujours dans le portefeuille, Altran a publié des semestriels qui ont rassuré, parce que la grande question, c'était quand même l'Allemagne. Complètement, oui. D'ailleurs, là-dessus, on s'était allégé de 50% sur le titre, donc il y a quelques mois. Donc, on avait pris... une belle partie de nos bénéfices. Du coup, Altran a rassuré par un excellent premier semestre, donc je dirais en termes de l'amélioration de sa rentabilité. Donc, il y a une très belle marge supérieure au-delà de 10%. Alors, les riches, les quasiment stars, LVMH, la question du rachat d'actions se pose. C'est une manière d'utiliser son cash. Utiliser le cash, faire remonter la participation de la famille Arnault et du groupe Frères aussi, il ne faut pas l'oublier, qui est peut-être le premier actionnaire en réalité. C'est évidemment très bien vu. Les taux d'intérêt sont bas et ça va pas si mal. C'est pas si mal, oui. Oui, Louis Vuitton permet à LVMH de mieux résister dans cet environnement difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Plein de choses. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des envies? Alors, il y a 2 questions. Il y a une question à laquelle je ne crois pas, je viens déjà de le dire, mais il faut quand même la poser. C'est est-ce qu'on fait confiance aux banques centrales pour continuer à doper davantage les banques? Et donc, est-ce qu'il faut jouer ça? Moi, je ne pense pas. Je pense que les banques centrales ont plus de chances de décevoir, c'est ce qui s'est passé cette semaine, que de renforcer et de redonner du levier aux banques. Alors, vous répondez à votre question en fait. Non, je pose la question parce que c'est une vraie question. Moi, j'aurais une lecture légèrement différente. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tant que le quantitative easing est rallongé, en fait, c'est négatif pour les banques. Voilà. Ce qui est en revanche très positif, c'est que même dans cette réunion, on s'aperçoit que M. Draghi fera tout ou ne fera rien pour accélérer la baisse des taux en dessous du négatif. Il a quand même dit quoi? Ils ont laissé sous-entendre qu'il pourrait racheter des obligations en dessous du taux, de son propre taux. Bon, on va demander à Agnès, les banques, on n'y touche toujours pas? Non. Moi, je crois on est sorti des banques, oui, exactement. Et puis on a surtout, comme l'annonce, il faut les injections de liquidités ne règlent pas tous les problèmes, tous les maux de notre économie. Il faut qu'il y ait des réformes structurelles. Donc j'aurais plus tendance à investir plus dans notre industrie. D'accord. Et voilà. C'est le deuxième thème. C'est le deuxième thème. C'est plus d'investissement, parce que encore une fois, moi j'ai cette conviction
l'impression que les États n'ont pas le choix. Les banquiers centraux ont fait c'est le la boulot. thèse de Paul. On va retourner vers Ouais. du keynésianisme pur et dur. 500 milliards aux États-Unis. La Commission européenne et C'est les la États prochaine. européens vont Et faire des annonces. Ils n'ont pas le choix, et dans beaucoup d'endroits, il y a des possibilités. Il y a des possibilités aux États-Unis, mais il y a des possibilités en Allemagne. En France, on est quand même très équipés, mais en France, on est des recordman du monde. Non, mais on sait faire des ronds-points dans les champs. Ah, donc, ça, on est les champions. Et Donc, puis, notre proposition est et alors sympa. par ailleurs, je note cette semaine, je ne sais pas où je l'ai mis, mais toutes les semaines c'est comme ça. Quand les analystes financiers rencontrent les directeurs financiers de ces boîtes-là, ils relèvent systématiquement leurs estimations. C'est-à-dire, on a une cascade qu'est-ce qu'on n'a de pas relevés comme dans ces pépite dans dans ce l'industrie secteur. On a Alors, parlé d'Alstom tout à l'heure, mais on l'a déjà. Qu'est-ce qui vous tenterait? Moi, c'est Saint-Gobain qui me tenterait le plus. Bon, il y a Saint-Gobain. Pourquoi Saint-Gobain plus que Nexans, qui est très bien. C'est des valeurs qui ont été massacrées, donc elles ont un bon parcours récent, mais elles n'ont pas un bon parcours sur longue période. Bon, Saint-Gobain, pourquoi? C'est parce que c'est la plus franco-allemande anglaise, la plus anglo-franco-allemande. Européenne, on va dire. Oui, mais vraiment très européenne, et sur ces trois zones-là, et en Angleterre, c'est l'endroit où le Brexit va provoquer des travaux. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Et puis là aussi, ils ont de la marge. Bon, Ouais, moi, pour Saint-Gobain, pour l'instant, je trouve que le titre est bien valorisé actuellement. Il y a toujours son dossier SICA qui la pénalise. Oui, Actuellement. justement. C'est pourquoi c'est Donc effectivement. voilà, et puis bon, on a toujours quelques incertitudes macroéconomiques encore en Europe, et surtout, et puis on vit dans un environnement assez déflationniste encore, donc du coup... donc vous n'achetez pas la thèse de Uber qu'il faut Moi, je miser pense sur que l'industrie? je pense Non, que non, comme ça a j'achèterais monté et plus que c'est cher, ça va être beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça mon sentiment. Non, il y en a, plutôt, j'irais chercher plus du Lafarge Holcim, qui maintenant commence, je dirais, à digérer, le marché a commencé à digérer la fusion Lafarge-Holcim. Voilà. C'est plus lourd, hein. Oui. C'est quand même beaucoup plus lourd. Saint-Gobain, Nexans, Schneider, Legrand, c'est quand même plus ça agile, peut aller hein. plus vite. C'est plus agile, et encore une fois, c'est des boîtes, mais toutes, des boîtes qui sont super bien gérées. C'est des boîtes dans lesquelles le travail de gain de productivité a été considérable. Oui, mais Saint-Gobain... Et alors que Lafarge, vous ne pouvez pas faire de gain de productivité. Ça coûte ce que ça coûte d'ouvrir ou de fermer une cimenterie. Mais elle est plus internationale surtout. Saint-Gobain, je Mais dirais... c'est bien pour ça que j'aime Saint-Gobain, c'est parce qu'elle est Trop- européenne. Exactement, Et parce elle est que, trop européenne. 17 moi, je fois trouve les que- résultats 2016, Saint-Gobain, dit Oui, Thomas bah, Louis, à bah, distance. Oui, c'est pas extrêmement Ça les cher vaut. dans le niveau de taux d'intérêt. Et effectivement, il y a une petite décote qui est liée, qui me semble, qui est liée, comme le disait Agnès, aux dossiers qui sont encore en suspens. Il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est... Ouais. Bon, Mais surtout, on y voit... Et puis le marché est en train de presser cette incertitude. Donc, Justement. voilà, donc Justement, il y a quand eu ce rebond, notamment on a vu cet été, toutes les valeurs cycliques qui n'avaient pas du tout Oui, mais performé, bien notamment, a eu ce- loin, oui, c'est ça. a eu ce rebond. Donc elle vient de prendre 15-20% là, sur cet été. Donc c'est pas à ces cours-là que j'irai chercher du Moi, Saint-Gobain. je pense qu'elle va tripler la mise. Donc, non, mais c'est-à-dire que, en revanche, toutes les valeurs dites d'abonnement qui sont passives, et vous savez, c'est Orange poursuit Orange de Maine, Orange baisse, il y a de monde. Donc, si on est dans ce secteur, il faut être chez les types qui font quelque chose. C'est vraiment mon sentiment. J'étais très étonnée, notamment j'ai assisté à un déjeuner d'analystes Oui, vous l'aviez annoncé la semaine dernière. Orange. Donc j'étais très étonnée notamment du parcours d'Orange en Espagne. Les résultats d'Orange en Espagne sont fulgurants. Donc il prend de plus en plus de parts de marché, et surtout en Espagne, la concentration du secteur est faite. Donc voilà. En Afrique, donc aussi, il commence ça devient rentable. Donc voilà. Et puis ils ont une politique de devenir Orange Bank aussi. Donc c'est pas encore rigolo, mais c'est pas encore fait, bien sûr, avec toute la réglementation. Mais c'est rigolo, je dois Oui, reconnaître que exactement. Donc voilà. Et puis je dirais oui, nous, il n'a plus cette guerre des prix qu'on a actuellement en France, voire en Europe. Donc pour lui, il faudrait que ça se stabilise. Donc ça va pas se stabiliser. Je pense si. Donc il gagne des parts de marché, notamment dans la fibre. bon, donc, vous accrochez à votre Orange. Non, mais Oui, Orange, moi, ce que je veux dire, Orange, KPN, GDF Suez, EDF, qui est un cas très particulier, c'est des valeurs qui ont le cul lourd, si j'ose dire, et
on est dans un moment où l'investissement va repartir. Et donc, je trouve que... Elles vont peut-être pas être assez rapides on à en a pas repartir. assez, on en a. On a été très bon, je dirais, sur tout ce qui est Orange se service, défend, tout ce oui. qui est délégation de services, Altran, Atos, etc. En revanche, sur l'industrie pure, on est un peu absent. Oui, il faut se renforcer sur l'industrie pure, oui, Voilà. tout à fait. Donc, Là, il vous faut- allez sur quoi? Donc, il y en a une qu'on aime beaucoup, sur laquelle on est rentré, on est ressorti, et notamment, on regarde l'intérêt de revenir sur Veolia. Donc, ça, c'est une défensive. Ça C'est serait super Ouais. défensive. C'est une défensive C'est- en allégeant peut-être Eni. Donc, c'est un peu l'idée. Alors, les pétrolières, Non. ça c'est plus compliqué. Pas Eni, excusez-moi. Ah. Engie, excusez-moi. Engie, oui. Voilà. Oui, Donc, alors, parce ça, qu'il n'y a c'est plus grand-chose à... C'est bonnet blanc et blanc bonnet, non? Tout à fait, quand même. Mais oui, c'est de l'arbitrage dans un même secteur. Je pense que réellement, bon, on va, je dirais Excel. Et puis, il y a un cas qui est un cas d'investissement cette semaine, c'est Zodiac. Zodiac annonce une alerte sur ses bénéfices et monte. Alors, c'est Donc, impressionnant parce que sur le marché, elle a baissé sur Elle a le baissé coup. 3 minutes. 3 minutes, donc, et Ouais, puis elle s'est peut-être un peu complètement retournée. Et- C'est un dossier hyper spéculatif. Je pense qu'on ne peut pas se permettre, on en a déjà, d'avoir un gros poids. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on ne peut pas perdre. Si ça foire, ça va être vendu, et si ça marche, ça va monter. Donc, je pense... Alors, tout dépend à quel moment vous avez pris du Zodiac. Et parce que- aujourd'hui, ouais, je parle au cours d'aujourd'hui. ouais, donc, on en a déjà, donc on en a déjà. Bah, on pourra en avoir un peu plus. Là aussi, Bon. on voit Airbus vend beaucoup et sur une bonne direction. Zodiac, qu'il y a un problème industriel. Pourquoi ça a monté? C'est qu'ils font une alerte sur des bénéfices et on a l'impression que le problème industriel, la supply chain, comme ils disent, est en train de se régler. Je voudrais qu'on perde pas le fil. Veolia, on fait quelque chose cette semaine? Écoutez, il faut que je vois avec mon comité de gestion. Alors Donc, là, voilà. ici. Voilà, donc exactement. Donc on est, mais je dirais, c'est un peu l'idée, donc de revenir un peu sur Veolia, c'est surtout Donc, notamment tous ces titres qui prennent de plus en plus On en des parts prend de marché 1%. en Chine. Ça serait, oui, mais il faudrait que on allège aussi soit eh ben, allégeons. On peut alléger l'indice, de toute façon. Oui, Mais je trouve que si on Parce allège qu'on a- l'indice, il faut se mettre dans le cycle. on a Et du il ne faut cash. pas se mettre dans le Oui, on a défensif. 7%, On un est peu déjà plus de très 7. défensif. C'est ça. On a, Mhm. on a 7% de cash. Est-ce qu'on prend 1% de Veolia? Hubert, vous n'êtes pas trop pour, hein, Veolia? Non, moi, Bon, alors on va réfléchir. c'est un truc, ça dépend, ça peut monter, ça peut baisser, mais Ouais. c'est pas un truc qui fera du levier. Bon. Moi, ce que je cherche, c'est un peu de levier dans Ouais. une conjoncture qui peut bouger beaucoup, hein, et notamment politiquement, parce que mais dans cette conjoncture, Bon. je pense qu'il y a du C'est levier sur Agnès l'investissement. qui a le mot on final. on va réfléchir, on va regarder. Donc, mais notamment le levier, on l'a récemment avec Chargeur. Quelle belle nouvelle. Chargeur, vous saviez que... Voilà, donc Comme du j'aime. coup, oui. Donc Chargeur a publié des résultats canons ce matin, ils sont en avance sur tout. Surtout. Bon. Surtout. C'est très simple, et ça c'est du cycle mondial. Là on Ils peut ont pas des- dire le contraire. Et voilà, et c'est Allez. les boîtes qu'on aime, et elles ont du cash, elles délivrent en marge, donc voilà. Un mot de conclusion. Agnès, est-ce qu'il y a des arbitrages cette semaine? On va réfléchir. On va réfléchir. On réfléchit beaucoup dans cette émission. Hein. Ouais. Euh, Mais on est un peu perturbé, notamment comme le marché continue sa montée. Alors, juste un Ah petit oui, mais ça, rappel. on dit ça toutes les semaines, c'est Ouais. ça le problème. Oui, mais faut monter Je- dans l'ascenseur. Non, mais je rappelle, la séance d'hier était très intéressante parce qu'avec notamment les propos de Draghi, à un moment, le marché l'a très mal pris, notamment quand il a annoncé qu'il n'y aurait pas de prolongation de ses rachats d'actifs. Le marché a dévissé de 1,30. Donc, d'autant qu'il n'a pas exactement dit ça. Non, mais, voilà, Mais le marché a cru ça. a effectivement. cru ça. Il a Oui, c'est de dévissé. la mauvaise mais traduction sur de Reuters. 1,30 avec, Je Peut-être, non? pense que c'est la psychologie du marché Oui, qui est oui. ainsi faite qu'elle ne regarde que cette Voilà, mais façon c'est de pour vous lire dire les choses. la descente de 1,30 en 3 minutes avec des paniers notamment total sur les Oui, indices. c'est des paniers. Donc, c'est des gros paniers qui sont en attente. Donc, le moindre petit grain de sel, on peut avoir un trou d'air C'est qui pour peut ça être qu'il ne très... faut pas avoir de l'ordre d'indice, il ne faut pas avoir de défensive parce qu'elle baisse plus que les autres. Non, parce qu'elles n'ont pas monté durant cet été. Bon, Donc, il ne faut pas rentrer Elles sur n'ont les pas de raison cycles. de monter. Allez. Non, Et- elles sont défensives. on va pas vous réconcilier aujourd'hui, cette semaine. Merci à vous tous de nous Bon. suivre. Merci à vous pour ces commentaires et ces analyses. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Non, Merci. ce qui a monté cette semaine. À part le pétrole. Et SFR, c'est bon. Je me demande, il y en a une, je me demande s'il ne faut pas être plus La agressif. réalité, c'est